Bonjour à tous. Notre rendez-vous mensuel, Ralentir Travaux, le séminaire Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpêtrière, porté par l'Université Gustave Eiffel et la PHP. On se retrouve donc une fois par mois, ici dans ce lieu, 45 rue des Saints-Pères, métro Saint-Germain-des-Prés ou rue du Bac. Et c'est l'amphithéâtre Illumins au 6e étage. Ça se mérite de venir nous voir. J'indique toujours le conférencier de la séance suivante. Le mardi 24 mars, nous aurons Ronan Lerin qui viendra pour nous parler, notamment à partir d'une base qui était un article publié dans l'Éthique et Santé, la revue Éthique et Santé, article intitulé « Les métamorphoses numériques de l'hôpital, le soignant et l'information sans papier ». Un article très intéressant. Et donc ça c'est pour le mois prochain. Ce soir nous allons parler de palliatif. C'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux en même temps. J'ai reçu un coup de fil il n'y a pas très longtemps d'un technicien qui devait m'aider pour que je récupère ma box qui ne marchait pas depuis un certain nombre de jours. Et il m'a dit, rassurez-vous, utilisez une solution palliative. Vous pouvez très bien passer par un système Wi-Fi. Voilà, une solution palliative m'était proposée. Alors bien sûr, ce soir, on va parler de soins palliatifs. Donc avec Véronique Averrousse, qui vient nous parler de son livre « Les soins palliatifs », avec comme sous-titre « La honte et le sentiment d'indignité à l'épreuve de l'éthique ». Véronique Averrousse est médecin au CHU de Bordeaux. Elle est également présidente du comité éthique du CHU. Et puis, elle est médecin en unité mobile de soins palliatifs. Et donc, elle va nous parler de ce sujet passionnant. Merci beaucoup Bertrand pour cette invitation à présenter mon travail dans le cadre de la session Ralentir Travaux que tu organises en collaboration avec Cynthia Fleury. Merci à tous ceux que l'on ne voit pas, techniciens et autres, et aussi merci à tous mes collègues et amis de l'école de la Salpêtrière qui sont présents et absents, dont Maëlys Dubasque qui souhaitait venir et qui est un peu au fond de son lit. Donc oui, effectivement, j'exerce les soins palliatifs depuis 25 ans, d'abord à l'hôpital de Puteaux, ensuite à François-Xavier Bagnoud, qui est une HAD spécialisée en soins palliatifs, et j'ai terminé mon périple parisien où j'ai monté l'équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital Foch. Et je suis actuellement depuis 2002 à Bordeaux, donc dans le service de soins palliatifs. Donc ce livre, Les soins palliatifs, la honte et le sentiment d'indignité à l'épreuve de l'éthique, édité par les éditions Célie-Arslan, constitue donc un extrait de ma thèse qui s'intitule « Essai d'ontologie palliative, éthique, ontologie et politique de la honte en soins palliatifs », donc dirigé par Éric Fiat et soutenu il y a 2 ans. Donc, je vais juste en début vous parler un petit peu de ce terme particulier qui est le terme ontologie avec un H, emprunté à Lacan dans son séminaire 17 qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse ». Donc pourquoi j'ai choisi ce terme-là, qui m'a permis après de proposer, plus que de forger un concept, de proposer une notion qui est la notion de dignité ontologique avec un H. Pourquoi ontologie, pourquoi j'ai retenu ce terme-là qui pourrait paraître une hérésie étymologique et anachronique. Pourquoi ? Parce que la honte vient de onita, c'est un terme francique, donc du Moyen-Âge, associé à un terme grec de l'Antiquité, onita logos. On aurait peut-être préféré aïdologie qu'ontologie, puisque l'aïdos est le terme de la honte positive en grec, et même époque et même langue. Le néologisme lacanien est préférable pour moi, du fait de son homophonie entre honte et la racine grecque ontos, donc, et parle plus immédiatement d'une honte qui aurait à voir avec la question de l'être, même si
je ne vais pas extrêmement explorer cette notion d'ontologie que je laisse aux philosophes. J'en dirai quand même quelques aspects, puisque ça m'a quand même intéressé. Peut-être un jour ça m'intéressera d'aborder cette question à travers ce que propose Heidegger. Alors, je vais d'abord faire prolégomène et introduction. Je vais vous dire quelques petits éléments et après on rentrera réellement dans le vif du sujet. Donc, les soins palliatifs, donc une discipline que j'exerce donc depuis 1995, après avoir travaillé en maladies infectieuses. C'est une discipline qui est née donc dans les années 80, après un grand mouvement intellectuel autour du constat d'une mort honteuse que beaucoup d'intellectuels, historiens, Ariès, philosophes, des philosophes, des sociologues ont dénoncé à l'époque. La progression technoscientifique, la deuxième moitié du XXe siècle, entraîne le double constat du mourant abandonné. Donc, Norbert Elias, au travers de son livre « La solitude des mourants », dans ces mêmes années-là, et du mourant hypertechniqué, puisque c'est l'époque où la réanimation a déjà 20 ans, et de plus en plus, les personnes n'en finissent pas de mourir dans les services de réanimation. À cette époque-là, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité prône, souhaite qu'il y ait une légalisation de l'euthanasie, pendant que les soins palliatifs proposent d'accompagner ce mourant. Alors, les soins palliatifs, c'est vraiment une médecine très particulière qui, selon Paul Ricoeur, soigne sans guérir une condition d'existence en détresse. Une médecine qui accompagne notre finitude, qui reconnaît notre dépendance. En tout cas, c'est comme ça que les soins palliatifs sont vraiment positionnés à cette époque. Et on va voir que la question de la honte en filigrane explique la raison pour laquelle les soins palliatifs ont émergé, autour de la question de la mort honteuse, et inversement, des soins, mais qui se veut être une médecine et qui est pris par ce mouvement qui revient vers elle-même. Donc je présenterai la problématique que je souhaite vous proposer ce soir. Donc, les soins palliatifs, donc effectivement depuis le gigantesque essor de la médecine technique, il est devenu de plus en plus courant que des médecins se désintéressent des malades dont l'état s'aggrave inexorablement, nous dit Serge Tisseron dans son livre paru en 92 qui s'appelle « La honte, psychanalyse d'un lien social ». C'est un livre qui parle de la honte qui a eu 3 éditions, une en 2007 et une beaucoup plus récente. Donc, il nous dit que les médecins se désintéressent des malades dont l'état s'aggrave inexorablement, comme je vous l'ai dit, soit les malades sont abandonnés, soit ils sont hypertechniqués. Une question de la mort volée quelque part à travers cela. Effectivement, donc en maladie infectieuse, le patient isolé, je pense que beaucoup d'entre nous, parmi peut-être les plus vieux, ont vu des patrons qui, à partir du moment où on disait que la personne était en fin de vie, n'étaient pas du tout intéressés par cette médecine-là et passaient à la chambre à côté. Donc je l'ai vécu en maladie infectieuse, c'est une réalité. Donc la confrontation avec ces malades pour lesquels la médecine ne peut plus rien, nous dit toujours Serge Tisseron, ne fait pas surgir pour ces médecins la culpabilité. Le médecin sait qu'il est tenu à l'obligation de soins et non à l'obligation de résultat. Donc il n'est pas fautif ce médecin-là. Mais à la honte, celle de ne pas être à la hauteur de leur idéal. Alors déjà, on voit, et j'y reviendrai, quelques définitions de la honte. Ce court extrait dit la honte des pertes de pouvoir d'une médecine de plus en plus performante qui se retrouve de fait dans l'incapacité d'habiter les lieux de son échec. L'auteur distingue bien cette honte, ne pas être à la hauteur de l'idéal, de la culpabilité, souffrir d'une faute que l'on a ou que l'on aurait faite, commise. Donc Serge Tisseron poursuit. À partir de ce constat d'impuissance honteuse, tous les médecins ne réagissent pas de la même façon. Certains s'enferment dans une surenchère technologique, allant parfois jusqu'à l'acharnement thérapeutique.
alors que d'autres, encore peu nombreux il est vrai, s'appuient sur cette expérience de honte pour transformer leur vision de la maladie et du soin. C'est ainsi, nous dit-il, qu'est née cette nouvelle branche de la médecine qu'on appelle soins palliatifs. Donc il écrit ça en 92, donc il y a effectivement extrêmement peu d'unités de soins palliatifs. Hein. Les premières sont dans les années 87-88, avec donc à la cité universitaire Abiven qui a monté son unité. Et il commence à y avoir des équipes mobiles, mais c'est vraiment quand même toujours le début des soins palliatifs. Donc je vous propose un peu une problématique. Donc d'un côté, il y a ce sentiment d'impuissance d'une médecine glorieuse et hyper technique qui ne peut guérir. L'isolement des mourants, comme le décrivaient les historiens et les sociologues des années 70, l'émergence des soins palliatifs qui s'appuieraient, je le mets au conditionnel volontairement, sur cette expérience de honte pour transformer leur vision de la maladie et du soin. La détresse et la souffrance des patients devant la mort qui se profile, détresse non sans lien avec l'affect de honte, on y reviendra dans la clinique, qui fera définir les soins palliatifs par Paul Ricoeur, je l'ai déjà dit, une médecine particulière qui soigne sans guérir une condition d'existence en détresse. Donc effectivement, à l'époque, et toujours actuellement, il y a quand même très peu de choses qui sont écrites sur la honte dans la littérature palliative. Donc extrêmement peu. La détresse existentielle, dont le sentiment de honte, de déchéance, de dépendance, on y reviendra, est souvent colmatée par les psychotropes, malgré tout. Bien sûr, on propose énormément de choses qui sont non médicamenteuses dans l'accompagnement des patients, mais quand même, quand la détresse est trop importante, on en vient aux psychotropes. Le désir, voire l'idéal des soins palliatifs, de passer d'une dimension du soin à une dimension médicale prestigieuse. C'est un fait qu'on peut tout à fait comprendre, puisque actuellement, pour que nos activités de soins ou nos activités médicales puissent être rémunérées, alors bien évidemment, on n'est pas soumis à la T2A, mais quand même, il faut faire du chiffre, il ne faut pas hospitaliser très longtemps. Voilà, il faut que les services soient pleins, il faut que les médecins fassent de la recherche, avec une recherche qui est quand même beaucoup plus rentable si elle est quantitative, puisqu'il faut des publications dans des revues à impact factor, etc. Donc les soins palliatifs sont pris finalement dans ce mouvement-là. La honte s'acharnerait-elle sur l'objet même des soins palliatifs, le mourant, tel que Robert William Higgins a pu le conceptualiser dans son fameux article de 2003, publié dans Esprit, l'invention du mourant, violence de la mort pacifiée. Je vous le recommande, il est écrit à l'époque, mais il est extrêmement d'actualité. Autrement dit, la honte habiterait-elle maintenant les soins palliatifs comme elle a pu habiter les disciplines prestigieuses, ainsi que nous le proposait Serge Tisseron. Alors, d'où mon intérêt, alors là je le formule sous forme de problématique, mon intérêt pour la honte est venu d'un début psychosomatique, où on parlait beaucoup des somatisations graves liées à la question de la honte, mais elle m'a paru être un élément fondamental, peut-être même clé, dans la réflexion sur une éthique des soins palliatifs, ou une éthique de la médecine même, puisque je pense que quelque médecin que l'on soit, on s'occupe donc des maladies graves, qu'on soit neurologue, gériatre, etc. Mais l'expérience de la honte présente aussi un danger, c'est ce que je proposais tout à l'heure, celui de se retourner contre la discipline. Les soins palliatifs auraient peut-être, en effet, honte de leur objet, la mort, après avoir tenté de la prendre à bras le corps. Donc, je vais aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait en soins palliatifs? C'est une discipline soignante. On parlait de soins palliatifs. Maintenant, on parle de plus en plus de médecine palliative. On parlait de soins palliatifs. C'est vraiment le soin aux personnes les plus fragiles. Discipline soignante, holistique, qui prend en charge dans la globalité le patient. Une discipline soignante holistique dans laquelle le patient est considéré dans sa globalité somato-psycho-affective, socio-familiale et spirituelle. Donc, je précisais ce que je veux dire par ontico-ontologique. Je fais évidemment référence
à Heidegger qui différencie l'ontique de l'ontologique, l'ontique étant le corps, la psyché, et l'anthropologie, l'anthropologie étant en même temps le cultuel et le social, le socioculturel. Et la dimension ontologique, j'en dirai peut-être un tout petit mot, mais ça ne sera pas l'objet évidemment de mon propos ici ce soir, même s'il m'intéresse, mais en ce moment je ne le creuse pas. Voilà. Donc les soins palliatifs dans cette dimension, donc dans la sphère psycho-affective sont pris en compte les aspects timiques, tristesse, syndrome dépressif, les aspects anxieux, anxiété, angoisse, panique, la culpabilité notamment pour les aidants naturels, mais pas la honte. C'est un enjeu qui est non élaboré en soins palliatifs. Quelques éléments, donc dans le plan que je vous propose, il y aura quelques éléments notionnels sur la honte, pour un peu approcher ce concept. Ensuite, on passera la honte par le crible des 4 dimensions palliatives, celle de la clinique, celle des acteurs des soins palliatifs et du contexte sociopolitique. Et la 3e partie sera une conclusion, où j'ouvrirai la discussion autour finalement d'une éthique de la honte. Alors, la honte, c'est quoi ? On a vu sur le plan étymologique, le terme même vient de honita, francique, déshonneur, sentiment d'indignité. Finalement, la question de l'indignité, vous verrez que c'est très très proche, voire synonyme de la question de la honte. Et en soins palliatifs, toute la réflexion autour de l'euthanasie tourne autour du concept, certes d'une dignité inconditionnelle, kantienne, etc., mais avec les partisans de la DMD qui parlent d'une dignité que seule la personne qui vit sa situation pourrait définir. Donc une dignité conditionnelle. Donc la honte et la question de la dignité ou de l'indignité sont effectivement extrêmement liées. Mais aussi, la honte vient de pudere en latin, qui à l'époque voulait dire honte, mais dont le sens a glissé vers celui de la pudeur. Avant, les pudendas, c'était les parties honteuses. Il y a quelque chose qui se croise beaucoup entre la pudeur et la honte. Évidemment, le sens, ces deux notions peuvent se différencier, évidemment. Et là, je vous renvoie aux différents écrits d'Éric Fiat, que vous avez certainement lus, notamment la question de l'éloge de la pudeur et non pas de la honte. Mais pourrait-on dire, on y viendra un peu, c'est peut-être les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, la honte, c'est quoi ? En général, ça relève d'une psychologie du vécu. On a tous fait cette expérience-là, sale, mal habillé, maladroit, nous en rougissions, montrant en toute ambivalence ce que nous voulions cacher. Il y a vraiment cette double face de la honte qui est extrêmement spécifique. Tout le monde, en général, quand vous entendez parler de la honte, il y a toujours ces expériences de pensée qui sont évidemment élaborées par Jean-Paul Sartre, mais vous pouvez voir régulièrement. Alors, vous êtes chez vous, sur le canapé, les jambes en l'air, en train de vous gratter le nez et vous sortir une crotte, et puis il y a quelqu'un que vous appréciez, mais qui ne vous connaît pas dans votre intimité, qui débarque là, subitement. Et là, une bouffée de honte, une émotion de honte. L'émotion, c'est quelque chose qui jaillit comme ça, pour différencier des sentiments. C'est pour ça que je parle souvent de l'affect. Parce que la honte, on dit plutôt que c'est une émotion, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de l'affect. On parle évidemment parfois de sentiment de honte, mais certains différencient pudeur et honte en disant que la honte serait une émotion alors que la pudeur serait... la honte serait une émotion alors que la pudeur serait un sentiment, quelque chose de plus constant dans le... Mais bon, on peut avoir, je pense, quelque chose de constant dans la honte, le honteux. Nous aborderons l'affect d'un point de vue ontique, autrement dit global. Nous évoquerons succinctement sa dimension ontologique, je vous l'avais déjà dit. Alors, un affect négatif, très puissant, au point où un philosophe que vous connaissez bien, qui est Jean-Jacques Rousseau, pour une petite histoire complètement ridicule, un petit ruban rouge qui voit, qui prend, et puis après on cherche partout ce ruban rouge qui appartenait à une jeune femme, et
il a tellement honte d'avoir pris il ne se sent pas coupable, il se sent honteux. Lui, Jean-Jacques Rousseau, avoir volé un truc, et en plus il ne le dit pas, donc il se sent doublement honteux, et il est pris par une honte absolument indicible, insurmontable, et il disait, je craignais peu la punition, je ne craignais que la honte, mais je la craignais plus que la mort. Vraiment, il y a quelque chose dans la honte, un peu du type de l'effondrement. Il y a quelque chose de très proche avec la question de la mort. J'aurais voulu m'enfoncer, m'étouffer dans le centre de la terre. L'invincible honte l'emporta sur tout. Alors, à l'affect de honte, acteur et objet de refoulement, hein, on refoule sa honte, mais quand on a honte, on refoule l'objet de sa honte. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. On refoule la honte et l'organique qui l'induit, le mortel, l'excrémentiel et le sexuel. Bien sûr, la honte, on peut avoir honte de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose autour du corps et autour des humeurs et autour de l'intérieur du corps qui, lorsqu'il sourd du corps, fait monter la honte ou peut faire surgir la honte. Par contre, la honte est vraiment quelque chose qui ne se dit pas, qui se tait. Hein. Vous connaissez peut-être certains le livre de Boris Cyrulnik, Mourir de dire. Effectivement, la honte ne se dit pas, il y a une espèce de redoublement. On a honte de dire sa honte. Une patiente avait exprimé ça, hein, clairement, et on peut le percevoir. Donc, du coup, on ne parlera pas de la honte, et on parlera souvent de gêne, de pudeur, de timidité, bref, une kyrielle de mots euphémisants. Et on contre-investira dans le pur la norme, la maîtrise. Hein, c'est la tâche, la souillure, etc. Et surgir la honte. Et on contre-investit dans le pur, la norme, la maîtrise. Et même en soins palliatifs, on essaie de maîtriser les choses qui vraiment relèvent de l'ordre de l'immaîtrisable. Alors, cette notion de honte déjà existait dans la Grèce antique. La laïchkouné, c'est honte, déshonneur, mauvais affect. Pour les stoïciens, une sous-espèce de peur de la mauvaise réputation, anticipation de mal, c'est un mauvais affect. Alors que l'aidos serait une honte, sens de la limite, retenue, crainte vis-à-vis du sacré, pudeur, préserve de la honte, bon affect ou eupatheia. Donc là, je vais citer quand même deux personnes qui ont beaucoup travaillé ces termes-là et qui sont deux philosophes. Donc il y a Valérie Laurent qui est professeur de philosophie morale à Bordeaux-Montaigne et qui est donc antiquisant, qui est un stoïcien. Et puis Jean l'Auxerrois qui a écrit beaucoup de choses sur la Grèce ancienne. Et voilà, c'est des termes qui travaillent beaucoup, tous les deux. L'aidos serait une sous-espèce de la circonspection. On pourrait dire que c'est une forme de tact. Une vigilance concernant la juste réprobation. Alors, ce n'est pas tout à fait la pudeur, mais ça s'en rapproche. Platon reprend la même idée lorsqu'il fait parler l'étranger dans les lois. C'est donc la peur du déshonneur. Aristote, une confusion lorsque les choses seront à découvert et à la vue de tout le monde. Comme le disait l'expérience de pensée tout à l'heure, c'est vraiment lorsqu'il y a quelque chose qui est vu par autrui, dont vous connaissez l'expérience de pensée de Sartre, vous regardez par le trou de la serrure, ça colle à vous ce geste, et tout d'un coup, quelqu'un vous voit et la honte surgit, parce que vous prenez conscience de la dimension ridicule par rapport à des normes ridicules de ce que vous faites, hein, et ce regard vous voit tel que vous êtes, ridicule, réifié, objet, etc. C'est l'équivalent un peu de cette expérience de pensée qui est régulièrement racontée. Donc Aristote parle d'une confusion lorsque les choses seront à découvert à la vue de tout le monde. Dans sa rhétorique des passions, et il dit aussi, entre autres, que on a honte surtout, là ça fait toujours référence à l'idéal, on a honte devant les gens que l'on aime ou devant les gens qui ont une importance pour nous, les gens que l'on respecte, que l'on admire. C'est régulier que des patients finalement n'ont pas trop honte vis-à-vis des soignants, etc., mais ne veulent pas que leurs amis les voient comme ça.
Donc la honte n'a pas vraiment été, peut-être plus maintenant, je ne sais pas, très conceptualisée. On la retrouve de façon éparse chez plusieurs philosophes, quoique quand même, donc Sartre, on a dit quand même de belles choses, Lévinas de façon extrêmement particulière, ce sera peut-être dans la discussion qu'on y reviendra, et Agamben, je vous en parlerai, a dit des choses très intéressantes concernant la honte en soins palliatifs. Donc c'est une passion triste pour Spinoza et Descartes, c'est une angoisse de se voir méprisé pour Kant, c'est un sentiment de perte de pouvoir pour Bernard Williams. Donc il y a, vous l'avez vu, une dimension anthropologique chez Rousseau, une dimension phénoménologique chez Sartre qui analyse tout ça, et chez Agamben, et une dimension ontologique chez Lévinas. Donc quand on parle de la honte, on essaye de la différencier de la pudeur et de la culpabilité. Donc on peut tout à fait les différencier en prenant des critères comme ça, mais quelque part, il y a toujours une partie qui est commune. Donc, comme le dit ce beau dessin, la honte s'articule vraiment avec la culpabilité et la pudeur, et toujours dans son texte « L'être et le néant » de Sartre, dans lequel il écrit cette expérience de pensée, il écrit à un moment donné, donc à la page 328 de son essai, il écrit quelque chose très court, mais où il différencie vraiment ces trois notions. Il écrit « La honte pure n'est pas un sentiment d'être tel ou tel objet répréhensible. » Donc là, vous avez tous compris qu'il s'agit donc de la culpabilité. Mais en général, d'être un objet, c'est-à-dire de me reconnaître dans cet être dégradé, dépendant et figé que je suis pour autrui. Là, il définit la honte telle que lui la conceptualise. C'est cette fameuse expérience de pensée où on regarde par le trou de la serrure, où on met le doigt dans le nez et qu'on sort la crotte qui y loge. Voilà. Donc là, c'est la premier petit écrit où il différencie de la culpabilité, le deuxième petit écrit qui va suivre où il le différencie de la pudeur. Donc je vais m'arrêter un tout petit peu sur cette diapo qui est perfectible, hein, où j'essaie, mais ce n'est pas moi qui essaie, je l'ai évidemment repris dans plusieurs choses qui sont écrites. Dans la honte, il y a un sentiment de chute, d'avoir failli par rapport à un idéal que l'on a pu donc introjecter. La psychanalyse a pas mal ces derniers temps travaillé la question de la honte et de la pudeur, la honte et la culpabilité, où, et ça c'était la première fois que j'en ai pris conscience, c'est justement dans ce travail de psychosomatique psychanalytique, où la honte serait liée à l'idéal du moi et à la répression des affects, quelque chose où il y a un clivage finalement avec l'affect et les représentations, et quand quelque chose est trop douloureux à porter sur le plan de la honte, il y a ce clivage, une dépression essentielle pour les psychosomaticiens psychanalytiques, donc une forme oui, de clivage, et avec un risque, toujours pour les psychosomaticiens, de somatisation grave. Je fais juste que vous me citez, je ne rentre pas dans les détails de cette notion. La honte, il y a quelque chose... Alors, sentiment de chute, dans la culpabilité, sentiment de faute, où là, la culpabilité, toujours pour les psychanalystes, serait sous l'égide du surmoi. Le surmoi, c'est l'instance introjectée dans l'inconscient qui dit, voilà, tu ne toucheras pas à ta mère, voilà, sinon il y a un risque, donc il y a danger, et donc il y a les interdits parentaux, les interdits sociétaux qui sont finalement introjectés comme ça. Et donc la culpabilité, c'est quelque chose de connu. Kant parle de tribunal intérieur, de tribunal intérieur. Il y a des choses qui se recoupent, bien évidemment, dans des conceptualisations qui sont bien différentes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous dit en vous qu'il ne faut pas faire ça. La loi morale pour Kant,
et pour Freud, le surmoi. Alors que pour la honte, c'est l'idéal du moi qui est introjecté, c'est-à-dire toujours l'étoile que l'on veut atteindre, l'idéal que l'on veut atteindre. Et lorsque la réalité s'éloigne beaucoup trop de cet idéal qu'on veut atteindre, là, c'est moi qui dis, il y a un risque de rupture. En tout cas, plus c'est loin, plus la honte est importante. Et plus il y a des risques de clivage, peut-être des choses, je parle sous l'égide de certains psychiatres. Voilà. Donc, dans la honte, il y a quelque chose d'irrémédiable. Il y a une chute, il y a quelque chose d'irrémédiable, alors que dans la culpabilité, il y a quelque chose de réparable, plus élaborable, beaucoup plus archaïque dans la honte, beaucoup plus profond et archaïque. Alors, les psychanalystes qui ont travaillé cette question, alors bien sûr Serge Tisseron, Claude Janin, etc., parlent finalement qu'il y a une instance qui est commune tout à fait au début, où surmoi et idéal du moi sont identiques. Donc, et ensuite, il y aurait le surmoi qui s'élaborerait, qui serait plus secondarisé que donc l'idéal du moi. L'idéal du moi, être comme les parents, et donc le surmoi, c'est ne pas faire ce que les parents interdisent de faire. Je schématise évidemment. La honte serait sous le feu du regard de l'autre. Hein, vous faites tout, puis le regard vous surprend, vous objective, et finalement met à nu vos secrets, hein, brise votre intimité, ouvre vers l'extérieur. Donc on parlait des humeurs du corps, mais dans la psyché c'est pareil, à tous les échelons il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, alors que la culpabilité serait sous l'égide de la voix de l'autre. Ne fais pas ça. Des processus primaires, des processus secondaires, je vous en ai parlé, de l'idéal du moi, du surmoi. Aliénation dans la honte, on parle d'hétéronomie chez la personne honteuse, qui ne va surtout pas déplaire pour être conforme. Il y a vraiment une notion de faux self pour vraiment se rétrécir autour de l'idéal, et surtout ne pas s'en détacher tellement c'est douloureux. Il y a quelque chose de la douleur dans la honte. Bon, après, on pourrait élaborer, peut-être qu'il y en a un peu dans la culpabilité, mais en tout cas, elle est très prégnante au niveau de la honte. Donc il y aurait quelque chose de l'hétéronomie, il y aurait quelque chose de la responsabilité, de l'autonomie au niveau de la culpabilité. Alors, bien sûr, c'est très raccourci, on pourra en discuter. Alors, on a vu un tout petit peu, rapidement, ce qui pouvait s'élaborer pour différencier honte et culpabilité. Honte et pudeur. Donc, Sartre poursuit dans l'être et le néant la pudeur, et en particulier la crainte d'être surpris en état de nudité physique, mais aussi nudité psychique, hein, révéler quelque chose, voilà, ne sont qu'une spécification symbolique de la honte originelle. Donc, voilà, il y aurait une honte originelle, on pourrait dire une honte ontologique, une honte de l'être, quelque chose de fondamental dans l'être humain, intrinsèque. Et finalement, la pudeur, ça on le voit dans beaucoup d'écrits, la pudeur finalement c'est un voile pour nous protéger de l'expérience de la honte. Quand elle est efficace, cette pudeur, il y a cette notion de respect, on est autant pudique pour soi. Être pudique, c'est ne pas montrer ce qui est en nous. Hein. Mais être pudique, c'est aussi faire attention à la honte de l'autre. On est pudique et on va essayer de ne pas être intrusif. Et là aussi, très intéressant, très important en soins palliatifs, parce que c'est des personnes qui vivent évidemment des expériences qui nous appartiennent à tous, mais qui sont extrêmes. C'est la confrontation, évidemment, à la déchéance, à la dépendance, à l'approche de la mort. Donc il poursuit, le corps symbolise ici notre objectivité sans défense. Se vêtir, c'est dissimuler son objectivité, c'est réclamer le droit de voir sans être vu, c'est-à-dire d'être pur sujet. Donc, la honte, ce n'est pas la culpabilité, puisqu'il y a quelque chose de fautif, il y a quelque chose de l'ordre d'être vu. Il ne parle pas d'idéal, d'ailleurs. Et la pudeur n'est qu'une spécification symbolique de la honte originelle, pour Sartre, évidemment.
Il y a eu des grands échanges avec Éric Fiat sur la poule et l'œuf, qui est premier, est-ce que c'est la honte qui est là, et donc il y a la pudeur qui se met en place pour se protéger de la honte, ou est-ce que la pudeur est là, parce que la pudeur c'est une potentialité de honte, et la honte viendra après. Et, je pense que, enfin, il le dira peut-être, mais je pense que l'un et l'autre, je pense que c'est vraiment la poule et l'œuf, effectivement. Honte et pudeur, donc, non, ça je... Oui, honte et pudeur, comme on avait fait honte et culpabilité. Ce que je vous propose, quelque chose c'est que la honte serait une douleur, et finalement la pudeur serait une possibilité de douleur psychique. Et on voit que finalement la pudeur serait comme la peau, avec ses récepteurs à la douleur. Et pour ne pas y pénétrer, on a plein de récepteurs et on a mal. Et si on ne les a pas, eh bien on meurt. Donc la pudeur est là, protégée de la honte, mais qui est là. La honte est là, et donc des petites hontes, donc j'en profite pour vous dire qu'évidemment il y a de toutes petites hontes, vous avez une tâche, vous rougissez, vous changez d'habit, vous oubliez, et après il y a des hontes qui sont beaucoup plus profondes, qui sont psychopathologiques, ou peut-être qui sont de l'ordre de la condition humaine. Donc voilà. Dans la honte, il y a un échec de la pudeur, parce que la pudeur protège, protection de l'intime, protection des valeurs. Ça, c'est la dimension éthique de la honte et de la pudeur, puisque on se retrouve dans une situation éthique quand il y a des conflits de valeurs. Et on a tous nos valeurs. Et quand effectivement, on n'est pas à la hauteur de nos valeurs, il y a la honte. On a tous nos hontes. Ça, c'est Valérie Laurent qui disait une réunion qu'on a fait ensemble autour de ces questions-là. Il disait dites-moi où sont vos valeurs, je vous dirai où sont vos hontes. Voilà, je trouvais que c'était pas mal par rapport à l'éthique. Peur de la mauvaise réputation, bon, ça, vigilance concernant la juste réprobation, on l'a vu tout à l'heure. Dans la honte, il y a blessure psychique. Dans la pudeur, on se protège de cette blessure. La honte serait un affect, donc c'est Valérie Laurent encore qui dit que ça serait plutôt une émotion et un sentiment pour la pudeur. Mais bon, ça c'est discutable. Perception, écart entre l'idéal et la réalité. Et dans la pudeur, on cacherait. Voilà. Je vous le soumets à discussion pour tout à l'heure. Donc, je vais passer pour cette dimension psychosomatique, psychanalytique, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et le temps passe déjà très vite. Je voulais juste vous parler, puisque je vous en ai dit quand même 2 mots de cette dimension psychosomatique, de la question de la dépression essentielle et de la question donc de la répression des affects. Madame S, qui a une masse ovarienne avec extension loco-régionale, on est appelé en équipe mobile de soins palliatifs pour des douleurs. Elle ne veut prendre aucun traitement allopathique. Et l'équipe mobile est saisie par un passé somatique très important. Elle a plein de pathologies, elle est assez jeune, elle a une 40aine d'années. Et l'expression de son cancer qui est vraiment opératoire. Elle parle de choses absolument affreuses, catastrophiques de ce qu'elle vit, mais sans aucune émotion. Une angoisse diffuse, une dépression ancienne, blanche, sans affect. Et on s'est dit, cette dame, parce que je venais de faire ce fameux DU de psychosomatique psychanalytique, donc j'avais l'œil à ça, et je me suis dit, oulala, elle risque, alors c'est peut-être un pur hasard, on ne va pas faire des statistiques sur une situation, mais après ça me permettra d'introduire Mars, donc Fritz Horn et sa pathologie. Cette dame a effectivement, elle a décompensé extrêmement rapidement, et c'est ce que disent en général les psychosomaticiens psychanalytiques, sous réserve, mais en tout cas, je vous le propose. Et donc, une autre situation, donc, c'est toujours... alors elle, pour cette dame, je ne sais pas comment elle a construit cet idéal, mais en tout cas, pour Fritz Horn, c'est très clair. Il est construit sur un idéal social de perfection absolue. Et lui, il est comme les êtres humains, on est avec nos failles, voilà, on est des êtres de chair, on a mal, on vole des petits rubans rouges... On a tous volé des rubans rouges. Et il écrit « Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich. J'ai été sage toute ma vie. Naturellement, j'ai aussi le cancer. » Il précise d'ailleurs que le cancer est une maladie de l'âme dont je ne puis dire qu'une chose.
c'est une chance qu'elle se soit déclarée. Il y a quelque chose de la dimension psychique, peut-être une confrontation à la honte qui aurait été impossible. Et donc une somatisation. On rejoint un peu les théories psychosomatiques, sous réserve encore une fois. Pour assumer les exigences de l'idéal et ne pas s'effondrer, il faudrait, selon les psychosomaticiens, réprimer ses affects et donc être beaucoup plus sujet à développer des pathologies somatiques. En tout état de cause, dans les situations palliatives, nous avons affaire avec les conséquences des somatisations graves et non plus aux causes. Donc ça a été un intérêt, mais évidemment, nous, c'est plutôt la situation palliative. Ce qui m'intéressait particulièrement et que je voulais vous proposer ce soir, c'est vraiment qu'est-ce que, où est la honte, comment elle s'exprime. La supputation de cause plausible ne peut être qu'accompagnée lorsque le sujet aborde l'histoire de sa maladie par ce biais narratif, comme Fritz Horn. Ce sera toujours une fiction. Comment la honte se manifeste-t-elle? Donc, je vais vous proposer dans un deuxième moment, là, je fais un abord un peu notionnel de la question de la honte, et là, je vais rentrer un petit moment, vraiment dans la clinique palliative. Donc, dans la clinique palliative, mais aussi dans les soins palliatifs à proprement parler, dans ce qu'ils sont sur le plan social. Honte de qui? Des patients? Est-ce qu'il y a des hontes des soignants et des aidants, des proches? De la discipline? De quoi? Des corps dégradés? De la perte d'autonomie, on en avait parlé, de ne pas être à la hauteur de l'idéal, de ne pas être reconnu. Dans quel contexte? Déni de la mort, société individualiste, économie de marché. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous faire, mais on a 20 minutes à peu près, 20 ou 25 minutes. Alors, les patients, auraient-ils honte de leur corps abîmé, fragilisé, mutilé, du poids qu'ils pensent faire peser à leurs proches, des regards compatissants, du sentiment de perte de dignité entre fesses et urinas? Alors, on dit souvent qu'en soins palliatifs, on recherche le globe, on recherche le fécalome, on recherche évidemment tout un tas de choses qui sont extrêmement entre les fesses et les urines. Et c'est un psychanalyste qui a dit que nous, êtres humains, on est entre les selles et les urines. Donc on est des objets ou des êtres. Voilà. Enfin, il n'y a pas que nous, tous les mammifères d'ailleurs. Bon. 3-4 histoires cliniques. Une dame déformée par une maladie de Kaller, donc un myélome multiple. Elle a des lésions osseuses partout, elle est extrêmement déformée, elle ne sort plus de chez elle et elle a honte de se montrer ainsi. Cette dame était une grande sportive, elle nous l'a exprimé en équipe mobile de soins palliatifs. Elle avait un beau corps et elle s'identifiait à ce corps. Ce corps, c'était elle. Et en même temps, c'était son idéal, puisqu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir ce beau corps musclé. La maladie rompt avec cet idéal. Donc la réalité et l'idéal, c'est absolument insupportable. Et elle a parlé de la honte. Ce que je voulais vous dire aussi, quand les gens expriment leur honte, il y a déjà une élaboration. Et il y a quelque chose de beaucoup plus archaïque quand les gens taisent leur honte. Mais déjà, elle arrivait à le dire. Et c'est quelque chose, un automatisme qu'on fait souvent en soins palliatifs, comme on sentait de la souffrance psychique importante. On lui a demandé si elle voulait rencontrer la psychologue du service. On la connaissait, c'était effectivement une très jolie jeune psychologue. Et c'était insupportable. C'était une insulte qu'on a faite à sa dignité. Et elle nous a dit, mais je l'ai vue une fois, mais il est hors de question que je revoie cette personne. Elle est jeune, elle est jolie, qu'est-ce qu'elle peut... En fait, elle représentait complètement son idéal et elle voyait qu'elle n'était pas du tout dans cet idéal-là. Et donc, c'était insupportable. Donc, la question de l'idéal. La deuxième personne, multi-opérée, techniquée, entre guillemets, porteur d'une poche de colostomie définitive et corps dégradé, des odeurs dans sa chambre, l'excrémentiel, le pipi, le caca, etc. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la honte qui était extrêmement prégnant. Monsieur D, grabatérisé avec une épidurite, donc il est paraplégique, une incontinence, et il exprime qu'il a perdu toute dignité et demande à être euthanasié. Et vraiment, en général, les demandes d'euthanasie, c'est très souvent lié à cette question de la honte. Perte de dignité telle que je le vis, dépendance des autres, c'est extrêmement ces dimensions-là. Les exemples sont légion, honte du nauséabond, de la détresse et de la mort.
Point d'interrogation. Alors, une petite expression de Claire Marin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit Maladie, catastrophe intime, elle a écrit Hors de moi, elle a écrit beaucoup de choses, et belle narration dans Hors de moi, Catastrophe intime, belle analyse phénoménologique de ce que peut être la violence de la maladie, et elle parle quelque part de la honte aussi. Donc elle écrit dans Violence de la maladie, violence de la vie, comme dans une mauvaise farce, la maladie me transforme de manière monstrueuse, je deviens ce que je ne devrais pas être. Question de lien avec l'identité, hein, c'est comme cette femme qui a un myélome, qui s'identifie à ce qu'elle est quand elle est jeune, et qui ne supporte pas, bien sûr, l'altération de la maladie, l'altération qui lui fait subir la maladie, mais on pourrait évidemment décliner ça avec l'avancée en âge, voilà. Comme dans une mauvaise farce, la maladie me transforme de manière monstrueuse. Elle n'est plus elle. Je deviens ce que je ne devrais pas être. La maladie inscrit l'altérité, autre chose, qui n'est pas moi. En moi, comme ce qui domine, ce qui m'identifie. Je ne me reconnais plus et les autres non plus. Quels que soient leurs efforts pour me dissimuler, la maladie est souvent, à un degré plus ou moins grand, défiguration du sujet. Et là, je vais commencer à introduire d'emblée une analyse de la honte d'Agamben dans Après Auschwitz, où il dit, je reviendrai, je l'ai en diapositive, que finalement dans la honte, il y a quelque chose de l'ordre de la honte ontologique qu'a écrit Lévinas, là aussi je vous le passerai, mais dans la honte quelque part, dans ces expériences de maladie, dans ces expériences un peu traumatiques, il y a une espèce de désubjectivation où tout se délite, il y a une désidentification, et en même temps c'est le moment où on est le plus avec soi. Donc il y a en même temps une désubjectivation, une resubjectivation, et c'est sa définition de la honte à Agamben. Et je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Expérience intime, la maladie, toujours, elle écrit ça, mais dans un autre livre que je vous ai cité, La maladie catastrophe intime, expérience intime, la maladie s'enfonce au cœur du sujet, s'y enlise au point de se mêler profondément et douloureusement à son sentiment d'identité. Elle est littéralement une catastrophe, elle assigne au malade une autre identité, à son corps défendant, une identité vécue le plus souvent sur le mode négatif, dévalorisante et humiliante. Bon, là c'est un dessin qui vous montre cette personne qui en même temps se cache avec les cheveux qui sont sur ses yeux, hein, on représente souvent la honte comme ça, et en même temps le physique, quelque chose du physique qu'on ne maîtrise plus. Hein. Il y a quelque chose d'immaîtrisable dans le biologique, dans le cœur qui bat, dans le sang qui circule, dans toutes les humeurs. Hein. C'est quelque chose, tout ce qui est automatique n'est pas sous notre maîtrise. Et on a vu qu'on contre-investit dans la maîtrise pour un peu se protéger de la honte. Donc, psychologie du vécu, on l'a vu, mais aussi, plus profondément donc, une dimension ontologique, qui est, on est en même temps des êtres de pensée et en même temps des êtres charnels. C'est Lévinas dans son livre qui s'appelle De l'évasion, où c'était vraiment un tout jeune philosophe, décrivait déjà une dimension ontologique. Alors ontologique, pas dans le sens de Heidegger, hein, et encore. Vraiment, là où il n'y a plus rien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'être. C'est quoi l'être? L'être en nous, c'est tout ce qui n'est pas nous, quelque part. Qui n'est pas notre identité, qui n'est pas notre sexe, qui n'est pas notre physique. Il y a quelque chose qui sourd de l'être. Et c'est extrêmement angoissant. Donc il y a quelque chose, pour reprendre un terme heideggerien, quelque chose d'existentiel qui nous confronte à l'être à travers l'ennui, l'angoisse, etc. Et pourquoi pas la honte, quelque part. Et je ferme la parenthèse. Donc la dimension ontologique de Lévinas, évidemment, quoique je dis évidemment, mais c'était un élève de Heidegger quand même. Après, il l'a évidemment beaucoup critiqué, mais initialement, il a été quand même... Ce qui apparaît dans la honte, c'est l'impossibilité radicale de se fuir pour se cacher à soi-même. Cette jeune femme, elle aimerait bien se fuir, hein, pour se cacher à elle-même. De se fuir pour se cacher à soi-même. La nudité est honteuse. On serait pris, alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont exhibitionnistes, qui n'ont pas honte de se montrer tout nus,
Mais en général, si quelqu'un vous connaissez vous surprend les fesses à l'air, vous aurez ce sentiment de honte qui va surgir. La nudité est honteuse quand elle est la patence de notre être, de son intimité dernière. C'est notre intimité, c'est-à-dire notre présence à nous-mêmes, qui est honteuse. Ce que la honte découvre, c'est l'être qui se découvre. Lorsque tout le paraître, je appelle à candidature, je n'arrive pas à retrouver les références de cette phrase que je trouve extrêmement intéressante de Lacan pour la question de la maladie grave, c'est le paraître est brisé dans la honte, dans la maladie grave, et quand la mort pointe son doigt sur nous. Y aurait-il une honte lorsque la honte pointe son doigt sur nous? En tout cas, Agamben l'a analysé après Auschwitz, quand il a parlé, il a analysé un texte d'Anthelme, où Anthelme racontait l'histoire, le titre de son livre m'échappe, certains le reconnaîtront. Il y avait après, au moment où les Alliés libéraient les camps, ils partaient avec tous les prisonniers, il y avait des colonnes comme ça, et puis ils tuaient comme ça leur prenait. À leur bon vouloir, tout d'un coup, quelqu'un. Et Anthelme voit un jeune étudiant bolonais qui se met à rougir. Et Anthelme comprend, en général, il a la question du regard. Il marchait toujours les yeux en bas, il ne fallait surtout pas qu'il y ait une intimité qui se crée avec le regard des SS. Et donc, il a vu ce jeune Bolonais rougir, et il a analysé, Agamben a analysé en disant que c'était finalement une reconnaissance dans l'intimité dernière qui a fait que un sentiment de honte a surgi de ce jeune étudiant bolonais. Donc après, il y aurait quelque chose de la honte dans la question de l'approche de la mort. Alors évidemment, beaucoup disent que c'est surtout l'angoisse. Mais quel lien y aurait-il avec la honte? C'est une forme d'angoisse aussi, quelque part, la honte. Donc, dans ce qui reste d'Auschwitz, façon dont Agamben approche cette question de la honte de façon extrêmement fine, qui rejoint un peu ce que propose Lévinas. Le moi, par conséquent, est ici vaincu, supplanté par sa propre passivité. On peut tout à fait l'articuler avec la question de la maladie grave. Par sa sensibilité la plus propre. Et néanmoins, donc passivité dans la maladie, le pathos, pâtir, souffrir. Ricoeur en fait de très belles analyses entre la souffrance et la douleur. Par sa sensibilité la plus propre. Et néanmoins, cet être exproprié et désubjectivé, c'est ce que je vous disais, est aussi une extrême, irréductible présence à soi du jeu. Vous comprenez là? Comme si notre conscience faisait haut, fuyait de toutes parts, et en même temps se trouvait convoquée par un décret irrécusable pour assister à sa propre ruine sans pouvoir s'en détourner, à la désappropriation de ce qui m'est absolument propre. Donc on voit, c'est peut-être compliqué, mais je pense que je laisserai ce diaporama, vous l'avez aussi dans le texte de Agamben, c'est vraiment quelque chose qui peut être une expérience de la fin de vie, cette désubjectivation complète et en même temps une présence à soi, sauf après quand on est sous psychotrope ou que la maladie est avancée, qu'on est hypovigilant, etc. Dans la phase honte et angoisse, vous voyez, quelque chose qui se rejoint. Dans la honte, le sujet a donc pour contenu sa propre désubjectivation, témoin de sa propre débâcle, de sa propre perte comme sujet, ce double mouvement de subjectivation et de désubjectivation en même temps, telle est la honte. Et il écrit également, la honte a une cause plus cruelle et plus obscure que la culpabilité, ce que je vous disais, parce qu'elle est plus profonde, plus archaïque. La honte pourrait se situer dans l'inassumable, à l'intersection de la vie et de la mort dans la vie. Cet inassumable constituerait ce noyau le plus intime de la vie en soi, qui n'est au fond, pour le philosophe italien, rien de plus que la vie biologique comme telle. C'est ce qu'il écrit toujours dans ce qui reste d'Auschwitz. Avoir honte signifie être livré à l'inassumable, mais cet inassumable n'est pas une chose extérieure. Il provient au contraire de l'intimité même.
et ce qu'il y a en nous de plus intime, notamment notre vie physiologique, dit-il. Voilà pour ce qui est de la honte des patients. Alors, je vais aller plus vite sur les diapos qui suivent volontairement. La honte des soignants, peut-être de la culpabilité, puisque c'est moins profond. C'est vraiment ce que vivent les patients qui est extrêmement profond. Alors peut-être les soignants ne pas être à la hauteur de l'idéal. Une honte refoulée devant la détresse et devant la mort de l'autre, devant le nauséabond. Honte parce qu'on ne peut pas retenir quelque chose de l'écœurement, parce que des odeurs sont très fortes, ou parce qu'une plaie est vraiment pas belle, et le patient le voit ça. Honte de ne pas pouvoir retenir sa nausée face à une plaie importante, pour ne pas dire pourrissage, c'est un euphémisme là. Ou au contraire, par un mécanisme plus ou moins conscient et compte tenu de l'asymétrie de la relation, honte d'être dans une posture inconsciente de celui qui pourrait conduire le malade à avoir honte de lui-même. C'est-à-dire finalement, faire honte. C'est toi qui es malade, qui est dans cette situation, moi, tout va bien pour moi. Une forme de maladresse. Des familles. Alors, en général, les familles, c'est plutôt de la culpabilité. Et ça a été beaucoup travaillé, par contre, en soins palliatifs, la culpabilité des familles. De la discipline. De son objet. D'être des soins et non une médecine qui guérit. De ne pas être une médecine glorieuse à la pointe des innovations techniques. De son exercice dans un monde où la dignité de la dépendance n'est jamais apparue au libéralisme comme un projet politique. Donc là, je vais plutôt parler spontanément parce que je pense qu'on va arriver rapidement sur la fin, peut-être qu'on a 5-10 minutes. Donc je ne vais pas passer les diapos. Il y a vraiment quelque chose dans le positionnement des soins palliatifs, dans un contexte de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Je passerai une diapo sur la fin. Le néolibéralisme, il y a tout un courant de réflexion politique à ce sujet, très travaillé par les philosophes bordelais aussi, mais bon, pas les mêmes, pas Valérie Laurent, des anciens de Bordeaux et des actuels. Toute la question du libéralisme, qui est une vieille tradition philosophique et politique, où on laisse le marché s'emballer. Grosse crise financière, donc dans les années 20-30, un grand colloque, le colloque Lippmann, où tous ces théoriciens, tous ces intellectuels partent du principe qu'il faut que l'État, dans le libéralisme classique, l'État laisse faire le marché. Là, il faut que l'État intervienne pour favoriser le marché. Et il y aurait quelque chose de cet ordre-là, même actuellement, même avec le macronisme, etc. Et donc, il y a tous les gens qui sont compétents, performants, qui rentrent dans la compétition. L'objectif est d'être dans un idéal. Vous voyez, la question de l'idéal, de plus en plus important. Et il y a tous les gens qui sont les laissés pour compte. Donc, dans la rue, les alcooliques, les pauvres, etc. Et aussi, pourquoi pas, et déjà, Robert William Higgins l'avait très clairement noté, toujours dans ce fameux article de 2003, L'invention du mourant, violence de la mort pacifiée. Et c'est repris par un philosophe, et donc là, qui s'appelle Del Ruel. C'était un article qui était vraiment intéressant, Le triomphe de Narcisse, des psychiatres qui lui ont dit, mais pourquoi y a-t-il tant de narcissisme dans la société? Et lui est parti à laisser le point de vue psychiatrique, et est parti sur un plan politique. Et il parle toujours dans les années 80, c'est vraiment des années très importantes. Il y a les soins palliatifs, il y a la DMD, il y a le néolibéralisme, il y a vraiment une poussée du néolibéralisme dans les années 80. Donc offensive néolibérale dans les années 80, mise en concurrence des travailleurs et démantèlement de l'État social. De plus en plus, on le voit actuellement. Double intervention de l'État, créer les circonstances les plus favorables pour attirer les capitaux, gérer les déchets humains de la compétition, les économiques inutiles, les improductifs, les incapables, l'homme devenu jetable, dit Del Ruel, endetté, entrepreneur de soi, qui a échoué. Dépression, angoisse de l'homme contemporain de devenir un homme jetable, honte. Et tout ça, c'est vraiment l'actualité, et les soins palliatifs doivent nager là-dedans. Donc, enjeu pour les soins palliatifs,
émergence synchronique des soins palliatifs de la poussée du néolibéralisme, exacerbation actuelle du néolibéralisme et des nouvelles technologies qui tricotent entre eux des liens étroits, participent au phénomène de l'accélération des flux. Donc c'est Hartmut Rosa qui a écrit Accélération, et en fait, on ne va pas rentrer dans ces précisions-là, mais il y a quelque chose lié avec le profit, tout doit aller vite, tout doit être jeté, enfin, vous voyez, tout ça, et il y a toute une pensée qui réfléchit à tout ça. Donc je vous disais, Robert William Higgins, en 2003, était un visionnaire. Cette pseudo-resocialisation de la mort, là il critique les soins palliatifs, mais une critique intelligente, consiste à relayer l'injonction sociale d'individualisation par une prothèse soignante et psychologique. Il dit que le monde s'individualise et les soins palliatifs finalement apportent une prothèse, mais ne régleraient pas. Il y a des choses belles qu'on fait en soins palliatifs, mais il y a une réflexion à avoir sur les travers. La présence du sentiment de honte, écrit-il dans son article de 2003, n'est pas à mettre au compte de leur simple complexion psychique, c'est un psychanalyste, un psychologue, mais témoigne de l'échec d'une pacification scientiste et gestionnaire de la mort, déchets sans valeur, ne voulant se montrer aux petits-enfants. Il y a bien ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Le mourant est à rapprocher de celle des exclus, banlieue, jeunes chômeurs. Vous voyez, ça rejoint complètement cet article beaucoup plus actuel. Donc, et je vais terminer rapidement. La honte surgit. Alors, une conclusion qui se voudra éclairante sur la dimension éthique de la honte, ou ce que peut apporter la honte dans la réflexion éthique. Je reprends, et c'est très récent ce que disait Valérie Laurent, parce que je trouve que c'est vraiment tout à fait ça dont il s'agit. On a tous des valeurs, on a tous une morale. Morale, ça concerne une personne, une culture, un pays, et c'est des choses qui ont lien avec le bien et le mal, alors que l'éthique, c'est un conflit de valeurs, justement. Et en fait, ce serait presque des hontes qui s'affrontent, les questions éthiques. La honte surgit des conflits de valeurs, de normes et d'idéaux, donc on est bien dans la question de la honte. Cette idée est au cœur de l'éthique des soins palliatifs, donc vigilance éthique, je reprends le terme de Sylvie Pandelé qui a écrit un livre à ce sujet, qui est une étudiante de notre école. Donc vraiment, c'est une vigilance de faire attention. On touche tout le temps la question de la honte quand on est dans le soin, quand on est dans la réflexion éthique. Résister de façon subversive à l'injonction néolibérale en freinant le rythme de l'accompagnement, qui n'est pas le rythme de la concurrence. Et les soins palliatifs, c'est le risque. C'est le risque, parce que c'est une injonction qui leur est faite de l'extérieur, et de l'intérieur, il y a quand même un idéal. Être reconnu comme une médecine qui vaudrait le coup d'être, et ça devient une discipline maintenant. Il y a un CNU, il y aura des professeurs, et les professeurs ne seront pas ceux qui réfléchiront à la rigueur à une condition d'existence en détresse, mais qui réfléchiront combien il y a de personnes de tel âge à tel âge qui rentrent dans les unités de soins palliatifs, par exemple, qui font un très bel article et qui vont être promus au rang de professeurs. Donc c'est une vraie réflexion. Partager solidairement avec le patient la condition d'être jetable, puisqu'on est tous des êtres jetables, un jour ou l'autre on sera jeté. Je fais un humour un peu, peut-être à l'anglais, je ne sais pas si les Anglais font ça, mais enfin bon. Et pourtant, on est des êtres jetables et on est digne en même temps. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé cet oxymore d'une dignité ontologique, parce que la honte, c'est l'indignité, et la dignité indigne, vous voyez que c'est une forme d'oxymore, mais finalement, la honte, elle est dans l'oxymore. Et je terminerai juste avec, justement, la phrase de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, et c'est pourquoi l'homme noble, c'est pas le surhomme tel qu'on peut l'entendre, c'est vraiment celui qui s'impose de ne pas faire honte, qui a traversé la question de la honte, qui ne fait pas honte à autrui parce qu'il l'a expérimenté. Il s'impose de ne pas faire honte, il s'impose la honte devant tous ceux qui souffrent.
Lévinas reprendra ça, mais on n'a pas le temps. En vérité, je ne les aime pas, les compatissants, qui sont bien heureux dans leur pitié, il leur manque par trop la honte. Là, ça pourrait être l'objet pour ouvrir le débat. Effectivement, on s'intéresse beaucoup sur le CHU de Bordeaux à la question de la méditation de pleine conscience, qui introduit la notion d'empathie et de compassion. Et j'adhère totalement à cette idée de Nietzsche, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup, comme disait Louis-Vincent Thomas, le maître de Patrick Baudry, qui est sociologue, qui a aussi écrit, il a dit, il y a de la compassion dégoulinante dans les soins palliatifs. Alors, bien sûr, il n'y a pas que de la compassion dégoulinante, mais il y a quelque chose. Mais en même temps, la question de l'empathie, c'est être en phase avec l'autre, mais le chat est en phase avec la souris pour mieux la croquer. Et s'il y a de l'empathie avec de la compassion, en tout cas, c'est des débats qu'on a avec des collègues du CHU de Bordeaux. Merci beaucoup. À vous tous.